La politique, bah comme toujours, hein. Merci de tapoter. On dit il y a un nouveau Premier ministre. Il y a un nouveau Premier ministre, il y a un nouveau président de l'Assemblée nationale. Et puis, on est en attente d'un gouvernement. Et puis, il y a des députés PDCI, voilà, qui veulent s'aimer la pagaille dans le camp. Ils veulent s'aimer la pagaille dans le camp du PDCI. Ok. En tout cas, merci de me rejoindre. On va faire un tour d'horizon. Voilà, sur l'actualité. Je voudrais qu'on parle un peu, je voudrais qu'on échange un peu sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ok. On a un président de la République, je veux dire, qui, normalement, ne devrait pas être président de la République. En fait, je veux qu'on arrive à situer le vrai problème de la Côte d'Ivoire, les vrais enjeux. Parce que j'ai comme l'impression que tout ce qui se passe là, c'est consécutif au fait qu'on n'a pas pris la pleine mesure de ce dans quoi on est. On est dans quelque chose de très difficile. Et de très compliqué. Et ça, la conséquence de ce dans quoi on est, c'est qu'on a un dictateur au pouvoir qui fait souffrir les Ivoiriens. Mais ça, je vous le dis, tant que tu ne peux pas toucher du doigt le point ou alors ce qui constitue le mal, c'est-à-dire que si tu souffres d'un mal, si tu n'as pas pu identifier l'origine du mal, tu auras beau consulter les grands médecins, mais tant qu'ils n'auront pas trouvé l'origine du mal, tu ne pourras jamais être guéri. Ouais, la blouse, c'est comme mon frère Vedou, j'espère que tu vas bien. Donc, le problème de la Côte d'Ivoire, là, il faut qu'on arrive à le situer. C'est très important. C'est vrai, hein, il y a plusieurs faits. On peut parler de plusieurs problèmes. On peut dire non, il y a eu ci, il y a eu ça. Je suis d'accord. Mais le problème de la Côte d'Ivoire, là, il faut qu'on arrive à pouvoir savoir ce qui se passe réellement. C'est vrai, on constate Ouattara en train de, voilà, nous rendre la vie impossible. Ouattara en train de faire souffrir les Ivoiriens, on le sait. Mais je veux attirer votre attention sur quelque chose. Regardez un peu la gouvernance de Ouattara. Il y a plus de 1500 prisonniers d'opinion. Les prisonniers d'opinion. Il y a plus de 1500 prisonniers d'opinion. Je vais vous poser la question. Comment on peut emprisonner plus de 1500 personnes sans que, à l'international, ça puisse... C'est-à-dire que c'est comme si c'était quelque chose de normal. Personne n'en parle. Je veux dire, même quand on arrête des opposants, ne serait-ce que 2, 3, 1, il y a toujours le fait que sur les chaînes internationales et même un peu partout, on révèle cet état de fait-là. C'est-à-dire que il y a des gens pour dénoncer ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, c'est important. Hein. Il y a plus de 1500 prisonniers. Prisonniers politiques ou prisonniers d'opinion. Mais est-ce que vous entendez la moindre mouche voler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle de ça? Est-ce qu'à l'international, est-ce que vous voyez la communauté internationale? Est-ce que vous voyez quelqu'un remuer la sphère politique pour dénoncer ça? Au temps du président Laurent Gbagbo, là,
Les gens, ils marchaient. Hein. J'ai vu un poste de Blé Guiraud, qui était le président de l'UDPCI à l'époque. Je vais voir si je peux le retrouver. Vous allez voir où nous sommes, où je vais vous emmener. C'est très... Parce que, c'est vrai, on va dénoncer Ouattara. Moi, je suis d'accord. Et c'est ce qu'il a lieu de faire. Mais, comme je le disais, si l'origine du mal n'est pas connue, on se bat en vain. Vous voyez ça? Ah, et quand on est candidat, tu peux pas voir. Vous voyez ça? C'est Blé Guiraud avec KKB, avec Kamara Yayoro. C'était en Côte d'Ivoire ici. Toutes les jeunesses des partis d'opposition se sont réunies pour faire une marche. Est-ce que vous avez vu? Voilà. Ça veut dire que sous le président Laurent Gbagbo, les gens pouvaient marcher. Mais dès qu'il y a un petit truc, toute la communauté internationale s'enflamme. On active l'organisation non gouvernementale, on active tout ce que vous connaissez comme structure de droits de l'homme, l'Union européenne. Et puis on parle, non, Laurent Gbagbo le dictateur, il a arrêté tant, alors qu'il n'a arrêté personne. Hein. Mais on trouvait toujours à redire, mieux. On traite quelqu'un qui est ouvert à la négociation et à la discussion, on le traite de dictateur. Vous avez déjà vu un dictateur qui négocie? Est-ce que vous avez déjà vu un dictateur qui négocie, qui s'assoit pour parler, pour dire non, je parle à mes adversaires? Ça n'existe pas. Le dictateur, il fait quoi? Il impose. C'est ce qu'il veut là, qu'on fait. Il n'y a pas de porte de négociation, il n'y a pas d'issue. Tout le monde doit se conformer à ce que dit le dictateur. Est-ce que c'était ça au temps de Laurent Gbagbo? C'était pas ça au temps de Laurent Gbagbo? Il discutait avec tout le monde. Les gens venaient, ils parlaient, ils s'asseyaient. Mais malgré ça, on disait que c'était un dictateur. Montrez-moi le nombre d'opposants en prison sous Gbagbo. Montrez-moi. Il dit quoi? Vous avez arrêté d'insulter Thiam. Non, on n'a pas encore arrêté. Qui t'a dit qu'il n'y a pas parlé de lui? Qui t'a dit que je n'ai pas parlé de lui? Toi, tu es un comédien. Hein? Et puis, dire de quelqu'un ce qu'il est là, c'est pas l'insulter. Dire de quelqu'un ce qu'il est, c'est pas l'insulter. Je ne vais jamais arrêter de parler de lui. Je t'ai dit ça. Je vous ai dit ça. Je suis en train de faire un état de la situation pour qu'on voie ce qui est en train de se passer réellement. Je vais attirer l'attention que vous avez été insulté, Thiam. Non, je ne l'insulte pas. C'est un homme politique, donc il doit souffrir. Quand vous insultez Laurent Gbagbo, là, nous, on se plaint. Nous, on se plaint que vous insultez Laurent Gbagbo. Non, vous l'insultez comme vous voulez. Non, c'est pas des injures. Mais je vais parler de lui, ça c'est clair. On va pas arrêter. Qui t'a dit arrêter? Un comédien, toi. Donc, revenons. Je vais dire, voici Laurent Gbagbo sous sa gouvernance qui parlait avec ses opposants. Il parlait avec le PDCI, les gens envoyaient les représentants, il parlait avec le RDR, il parlait avec tous les partis politiques d'opposition. Dans une situation de crise, dans une situation tendue, il parlait avec tout le monde. Mais on trouvait à dire que Laurent Gbagbo c'était un dictateur. Est-ce que vous voyez? Laurent Gbagbo même, il lâchait du lest. C'est-à-dire que quand l'opposition fait des revendications, par exemple, leur entrée dans les différentes institutions, la CEI, tout ça, les négociations sur lesquelles les gens discutaient, le président Laurent Gbagbo lâchait du lest, c'est-à-dire il acceptait certaines revendications. Mais malgré ça, on disait de lui que c'était un dictateur. Non, Annie, il ne faut pas muter, il faut la laisser. Faut pas la muter, il faut la laisser. S'il n'y a pas d'injure, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un injure là, bon, tu peux muter. Mais tant qu'il n'y a pas d'injure, si c'est poli, si les commentaires sont polis sans injure, il n'y a pas de souci. Faut pas muter. Donc, ouais, Mathieu, c'est quoi mon frère? Donc, Laurent Gbagbo qui discute avec ses opposants, qui n'arrête pas les gens pour leurs opinions. Montrez-moi les prisonniers d'opinion sous Laurent Gbagbo. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais toute la communauté internationale s'est vertuée à dire que Laurent Gbagbo, c'est un dictateur. Il est pire. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens étaient vraiment motivés à l'effet de dire du président que
il ne jouait pas les règles de la démocratie, alors qu'il n'y avait pas plus de démocrate que lui à son temps. D'autant plus qu'il avait toutes les raisons pour se renfermer. Il avait toutes les raisons pour ne même pas discuter avec quelqu'un, puisqu'on était dans une situation de crise. Le pays était coupé en deux. La seule condition qu'il pouvait donner, c'est de dire, bon, tant qu'il n'y a pas ça, on n'ouvre pas le jeu. Mais vous voyez, il est resté dans une situation, dans une posture où, pour lui, il faut travailler à créer des conditions pour que les Ivoiriens puissent vivre en paix. Donc, la négociation. Je vous ai montré la photo de Karamoko Yayoro avec Blé Guiraou. Leur jeunesse, à l'époque, voilà, au temps de Laurent Gbagbo. Les gens marchaient. Tranquillement. D'accord. Malgré tout ça, on trouvait à dire de Laurent Gbagbo qu'il était comme ça, il était comme si, il faisait ça, il faisait ça. D'accord. Il n'est plus au pouvoir. Maintenant, il y a Alassane Ouattara qui vient au pouvoir. Alassane Ouattara qui enferme ses opposants. Lida Kwasi, c'est un opposant. Il y a plein d'opposants. Il y a plein de détenus. Il y a plein de prisonniers politiques en prison. Mais pourquoi cette communauté internationale-là ne se plaint pas? Pourquoi on n'entend rien? Il y a plus de 1500 prisonniers d'opinion. Il n'y a personne pour parler. Vous voyez? Mieux, il y a eu, comment on appelle ça, le 4e mandat. Ils sont tous convaincus, ils sont tous unanimes que Alassane Ouattara viole la Constitution, il ne respecte pas. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un condamner le 4e mandat? Je vous pose la question. Hein. Quel est l'État dans le monde là qui a condamné le 4e mandat d'Alassane Ouattara alors que on est tous persuadés qu'il a violé la Constitution, on est tous persuadés que cela fait un braquage électoral. Il a même fait mieux, il a éliminé ses candidats, les différents candidats aux élections. Mais qui a arrêté Alassane? Qui a parlé? Quand Alassane Ouattara fait tout ça là, qui parle? Au niveau de la communauté internationale là, qui parle? Il met ses opposants en exil, il fait des procès iniques, il les condamne à des peines à perpétuité. Il fait tout ça. Mais est-ce qu'il y a un bruit au niveau de la communauté internationale? Est-ce que l'Union européenne s'émeut de ça? Est-ce que Amnesty International, les Human Rights Watch, tous ceux qui venaient faire des enquêtes ici, pendant le pouvoir de Laurent Gbagbo, est-ce que quelqu'un parle? Non. C'est comme si même ils ne voyaient pas tout ce qui se passait. Mais ça répond à quelque chose de précis. Vous avez vu? Malgré le fait que Ouattara n'était ni éligible, malgré le fait que Ouattara n'était même pas celui-là qui pouvait être candidat à cause des conditions que vous savez, ils ont fait le forcing pour l'imposer et finalement le mettre à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que c'est en vain? Est-ce que les gens ne pouvaient pas dire, bon, comme Ouattara, ça coince, on peut prendre quelqu'un d'autre? Pourquoi nécessairement lui? Regardez déjà en 2010, suite à l'élection, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu tout le Gotha mondial, c'est-à-dire toute la communauté dite internationale, avec même les organisations sous-régionales ici, parler pour une seule cause, pour la cause de Alassane Ouattara. Je ne sais pas si vous voyez. Ça pouvait être n'importe qui, hein. Ça pouvait être n'importe qui. Mais ils n'ont pas voulu que ce soit autre personne que Alassane Ouattara. Depuis plus de 25 ans, ils ont insisté. Il y a eu même une rébellion. Quand un groupe armé attaque un pays, on ne peut pas mettre ce groupe armé-là sur la même table que le gouvernement qui a agressé. Mais ils l'ont fait. Toutes les revendications ont tourné autour d'un seul nom. Alassane Ouattara. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, la rébellion là a travaillé pour que Alassane Ouattara soit là où il est. Mais moi, je me pose la question, pourquoi forcément lui? Alors que ça coince. On peut choisir une autre personne. Est-ce que c'est le seul intelligent? Est-ce que c'est le seul qui est, je ne sais pas moi, qui peut gouverner la Côte d'Ivoire ou bien protéger leurs intérêts?
Mais vous voyez que pour Alassane Ouattara, il y a eu une mobilisation de la communauté dite internationale de façon extraordinaire. Partout où les débats se sont posés là, tout tournait autour de lui. Et les gens nous l'imposaient. Cette communauté internationale nous l'imposait. Vous comprenez? Parce que la finalité de tout ça, c'est pour qu'il soit président. Donc les gens n'ont pas lésiné sur les moyens. Regardez tout ce que la rébellion a eu à faire comme mal et tout ça, sous le compte de Alassane Ouattara. Est-ce que quelqu'un a condamné ça? Personne n'a condamné ça. Pourquoi? Parce que elle travaillait sous le mandat ou bien pour le compte de Alassane Ouattara. Donc, les gens n'ont pas parlé de ça. Ouais, camarade Majou, c'est comment? Les gens n'ont pas parlé de ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, tout a été mis en place pour que lui soit président. Et le couronnement de tout ça, le parachèvement de tout ça, ça a été le largage des bombes sur la maison d'un ancien président, donc sur la présidence, pour mettre en place, pour installer Alassane Ouattara. Moi, je vous pose la question. Pourquoi? C'est la question. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi, hein. J'ai dit, mais pourquoi se sont-ils donné tant de mal? Est-ce que vous savez l'argent que ça coûte de mettre en place une rébellion? D'entretenir cette rébellion-là pendant plus de 10 ans. C'est pas tout. Mobiliser la communauté internationale. Mobiliser les organisations sous-régionales, c'est-à-dire corrompre la CEDEAO, corrompre l'Union africaine, corrompre les médiateurs. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez l'ampleur du complot? Est-ce que vous voyez l'ampleur du complot? Est-ce que vous voyez la taille à l'international? Tous les gouvernants des grands pays, des grandes puissances, eux tous là, ils parlaient pour le gars. Et on a câblé le président Laurent Gbagbo. Donc ils ont travaillé à mettre une seule personne au pouvoir. Mais que représente donc cette personne pour que l'ONU décide de prendre une résolution à l'effet de faire bombarder un palais présidentiel? Ça ne s'est jamais vu dans le monde. Hein. Même les États-Unis qui sont allés sur le président du Venezuela, là, ils n'ont pas bombardé son palais. Ils ont fait les micmacs, ils l'ont kidnappé, ils sont partis. Mais ils n'ont pas pris l'hélicoptère pour bombarder son palais. Ça s'est vu où dans le monde? Regardez comment les gens sont allés aussi loin pour une seule personne. Donc, que représente finalement cette personne? Qu'est-ce qui fait que les gens étaient obligés d'aller aussi loin? C'est-à-dire la France a été obligée d'aller aussi loin. Jusqu'à les Obama s'impliquent. Ils appellent le président Laurent Gbagbo. Donnez-moi un instant. Hein. Voilà. Vas-y de retour. Donc, je t'entends dire, qu'est-ce qui fait que l'Union européenne, l'ONU, peut prendre une résolution pour venir bombarder un palais présidentiel pour élire un seul personnage? Mes frères, si on a trouvé la réponse, on va savoir le mal de la Côte d'Ivoire. Et on va comprendre beaucoup de choses. Oui, Sophie, bonjour. Je vous dis, hein, laissez les conséquences. Cherchons la cause. Regardez tout l'armada qui a été déployé pour lui seul le mettre au pouvoir. On aurait pu dire, comme ça coince, on va prendre quelqu'un d'autre. Mais non. Pendant plus de 20 ans, les gens ont insisté. Regardez ceux qui ont pris part au complot. Toutes les organisations non gouvernementales, et non des moindres, les Human Rights Watch,
les Amnesty International, tout ce que vous connaissez, ils ont travaillé à l'effet de pouvoir mettre Ouattara. La rébellion, les revendications de la rébellion ont tourné sur un seul sujet. C'est pour ça que l'as de parcourir les capitales africaines, le président Laurent Gbagbo a compris depuis le problème. Il a dit, bon, comme tout le problème là, c'est sa candidature, ok, venez, il n'a qu'un candidat. Parce que toutes les revendications, à la vérité, tournaient autour d'un seul personnage. Mais pourquoi lui, spécialement? Et là, c'est ça que le président Laurent Gbagbo s'est vêtu à nous montrer. Vous avez vu que le problème de la Côte d'Ivoire, là, c'est plus profond que ça, non? Voici quelqu'un qui tue ouvertement. Des prisonniers meurent en prison, sous la torture. Et puis, Amnesty International ne peut pas parler de ça. Ça vous dit rien? Oui, c'est la richesse. Ça, c'est des éléments de réponse. Mais moi, j'ai mon idée. Voici quelqu'un qui, déjà, il met en prison, il jette ses opposants en exil, il condamne d'autres à perpétuité. Il viole 3e, 4e mandat. Il n'y a personne pour condamner. Mais mieux, on fait quoi? On le félicite. Ça dit, après avoir travaillé, à le faire asseoir. C'est les richesses de la Côte d'Ivoire. Oui, 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 nécessairement, mais c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Vous voyez, quand les Occidentaux, en première ligne la France, quand ils veulent mettre quelqu'un à la tête d'un de leurs précarés, mais qui a un positionnement spécial, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le temps de le préparer. Est-ce que vous comprenez? Ils prennent le temps de le préparer avant de venir le mettre. Ils prennent le temps de préparer celui qu'ils veulent mettre à la tête là. Ils ne débarquent pas comme ça. Il est avec eux. Ils lui donnent ce positionnement à l'international d'abord. On lui crée un pedigree. On lui crée un parcours exceptionnel. On lui vend tout type de mérite. On lui donne des acquaintances avec les grands décideurs. On prend le temps de le forger. Clairement. Non, toi, il ne faut pas gâter le nom de Jésus. Tiens, là, tu dis Jésus, ma force, et puis tu réfléchis quoi. Oui. Ouattara, là. Ce sont des gens, remarquez très bien, ce sont des gens, non seulement, ce ne sont pas des nationaux. Oui, non. On les prépare. Et quand on finit de les préparer, on les envoie. C'est pour ça que la mission, quel que soit ce qu'elle va coûter là, les gens sont prêts à tout. Parce qu'ils l'ont préparé pour un objectif. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre quelqu'un d'autre. Parce que le temps de préparation, non seulement c'est long, mais surtout, il faut s'assurer que celui que tu vas mettre a vraiment compris ce pourquoi il est là. Et donc, c'est un travail qui est laborieux parce que celui qui viendra à la tête, il ne garantit pas seulement les intérêts. Ce n'est pas seulement les intérêts. Hein. Ça va au-delà des intérêts. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que ça touche plusieurs aspects. Donc, comme c'est lui qu'ils ont préparé là, et qu'ils sont prêts maintenant à le jeter dans l'arène, quel que soit ce que ça va leur coûter, ils vont le faire. Ils vont aller au bout de cela. Et regardez pour Ouattara ce qui a été mis en place. Une rébellion. Une rébellion qui a tenu tête pendant plus de 10 ans au président Laurent Gbagbo, qui a partitionné le pays en deux. On a envoyé l'ONU et la France venir faire une force tampon pour donner du coffre
à cette rébellion-là, mais qui à la vérité, était vide. Mais pour donner l'impression que cette rébellion-là, c'est un monstre. Pour donner l'impression qu'on vient protéger. Non. On a donné de l'envergure à la rébellion pour affaiblir le pouvoir de Laurent Gbagbo. Mais tout ça pour le compte d'une seule personne. Vous voyez? Et le parachèvement de ça, ça a été le largage des bombes sur la résidence d'un président de la République. C'est un fait inédit. C'est parce que c'est lui qu'ils ont préparé. C'est pour ça qu'il peut enchaîner les mandats et puis il n'y a pas de bruit. Parce que c'est lui qu'ils ont préparé pour cette mission-là. Sinon, quand même, les 1500 personnes qui sont en prison là, au moins on peut critiquer ça. Ou bien, au moins on peut dire, oh non, non, c'est abusé. Ah, 1500, ils n'ont pas tué quelqu'un. Ils n'ont rien fait. Bon, c'est dans une période chaude. Forcément, il y a des gens qui ne sont pas contents. Ce sont des opposants, donc c'est normal qu'ils puissent descendre dans la rue, ils vont protester et tout. Mais on les arrête, et puis il n'y a personne pour parler. C'est parce que, je vous l'ai dit, le problème de la Côte d'Ivoire, là, vous amusez. Le positionnement de la Côte d'Ivoire, d'abord, est très stratégique. Vous ne voyez pas que Oufou, il y a eu un règne très long. Et c'est l'un des présidents qui n'a pas été inquiété, ni par les coups d'État, ni par quoi que ce soit des guerres et tout ça. Le pouvoir d'Houphouët-Boigny a été, je le dirais, plus ou moins protégé. Il y a eu une protection de ce pouvoir-là. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas n'importe quel pays. On le dit, mais bon, les gens pensent que c'est pas parce qu'on développe un fort ego ou bien parce qu'on est trop fier. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des choses assez sensibles. Si je parle, peut-être ça peut me valoir des choses moi-même. Ouais. Parce que le positionnement stratégique de la Côte d'Ivoire, là, même dans les grandes chancelleries, ça fait l'objet d'études. L'intérêt que suscite la Côte d'Ivoire auprès de ces gens-là, c'est énorme, vous n'avez pas idée. Sinon, pourquoi tirer sur, lancer des bombes sur la résidence d'un président? Juste pour mettre quelqu'un. C'est parce que ce que représente ce pays-là, au-delà de ses richesses, c'est trop fort. Il y a un document. Vous aussi, vous n'aimez pas lire. Moi, il ne peut pas venir montrer ça ici. Allez-y sur le site de l'administration américaine, surtout pour les pays d'Afrique. Pourquoi le projet Africom? C'est Bush qui a mis en place le projet Africom. Qu'est-ce que ça visait réellement? Et quelle est la posture ou alors que représente la Côte d'Ivoire dans tout ça? Quand on situe le problème comme ça, vous allez comprendre pourquoi Ouattara peut nous faire du mal. Il peut emprunter de l'argent comme il veut. On sait qu'il est en train d'atteindre le point rouge, mais on continue de lui en donner. Il peut mettre tout type d'opposants en prison, et puis tout le monde s'éteint. Il peut enchaîner les mandats comme il veut, et puis personne ne devrait en redire. Donc vous comprenez que notre problème là, ce n'est pas un petit problème, non. C'est pour ça que le président veut que si nous, on ne se lève pas, ça va rester comme ça. Ça va rester comme... Parce que ils savent, Ouattara, c'est un être humain. Il n'est pas immortel. Donc, je vous revois la question. Qui d'autre a été préparé? Qui d'autre a été préparé?
Vous voyez maintenant. Donc, mes frères, vous voyez pourquoi nous on parle. Ce n'est plus une question. C'est vrai, hein, on fait la politique. Mais c'est beaucoup plus lourd que ça. Si ce n'est pas une personnalité de la trempe du président Laurent Gbagbo, pour venir lutter contre ça. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo a parlé de système. Les gars, ça va au-delà de ce qu'on voit. Hein. C'est pas élection de législative. Non, PDC, ça va loin. Non, ça c'est quoi ça? Ce que le président fait là, c'est de nous ouvrir les yeux. Maintenant, comme ce système-là a un visage, il nous prédestine à lutter contre le visage du système qu'on voit. Parce que si on tape le visage, on peut faire barrage définitivement. Donc le visage là, c'est Ouattara. Donc, on va faire ça parce qu'on est sûr d'une chose. Il ne va pas abdiquer. Vous voyez? Il ne va pas, Ouattara va pas abdiquer. Parce que tout ce qu'il fait là, c'est comme si on l'encourageait. Qui parle des dérives que Ouattara fait? Je parle sur le plan international. Il met des opposants en exil. Il les condamne à des prisons, à des années d'emprisonnement. Il muselle l'opposition, il exclut des candidats. Il met des gens en prison, plus de 1500. Il viole la constitution au vu et au su de tout le monde. Mais il n'y a pas mouche. À l'international, personne ne bronche. Donc, vous comprenez que c'est ça qu'il faut empêcher. Parce que l'alternance, là, démocratiquement parlant, elle sera vraiment difficile. Il y a ce qu'on appelle la prise en conscience de la masse, la prise de conscience de la masse. Il y a ce qu'on appelle l'éveil à grande échelle du plus grand nombre. Il y a ce qu'on appelle, in fine, le soulèvement populaire. C'est ça que le président Laurent Gbagbo, là, c'est ça qu'il fait. Parce que si ce n'est pas ça, jamais ce système-là ne va capituler. Ça fait plus de 70 ans que nous clouons, comment on appelle ça? On cloue sur le poids de ce système-là. Le président Laurent Gbagbo, il a essayé de porter ce combat-là sur ses frères épaules. Il n'a même pas fait 2 ans. Il n'a pas fait 2 ans de pouvoir. Est-ce que vous avez vu le coup d'État maintenant? Bou, bou, bou. Ça dit, quelqu'un en octobre, il vient en janvier, il y a coup d'État. Vous voyez? Parce que la Côte d'Ivoire, là, géostratégiquement et géopolitiquement, ce n'est pas n'importe quel pays. Au-delà des richesses et tout ça, au-delà des intérêts que les gens veulent garder. Donc je disais que Ouattara était vraiment préparé. Donc moi je vais inviter les uns et les autres à réfléchir. Et nous on ne veut pas que il y ait un Ouattara bis pour nous faire subir beaucoup de souffrances, pour préserver des intérêts. Nous sommes conscients que la France manipule en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui le savent, pour ceux qui veulent être honnêtes. Voilà. On sait très bien ce qui se passe. On sait comment la politique se passe. On le voit déjà avec l'AES. Vous voyez comment est-ce que voilà, les gens souffrent du fait que l'AES a pu jeter, a pu botter, comment on appelle ça, la France dehors. Donc, c'est à cela que je vais vous inviter. Donc, si Ouattara fait ça, si... Et puis, je veux dire, s'il fait ça, comme je l'ai dit, c'est parce qu'il a été préparé à venir prendre la tête de la Côte d'Ivoire.
Vous comprenez? Les gens luttent. Oh, pourquoi le PDCI est fatigué quelque part de lutter? Non, ils savent que on ne peut pas venir en bout de Ouattara. Ils savent. Si quelqu'un te frappe trop, qu'est-ce que tu fais? Mon cher, on a encore été pas là. De toute façon, on ne sait pas pourquoi même. En fait, c'est ça. Vous voyez? Ils le savent pertinemment. Donc, après Ouattara, qui d'autre est préparé? Moi, je vous pose la question. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire? Il faut qu'on parle comme ça. Qu'est-ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on veut nécessairement quelqu'un pour venir être président? Ou est-ce qu'on veut que la Côte d'Ivoire soit libre? Est-ce qu'on veut la dignité? Est-ce qu'on veut que les Ivoiriens arrêtent de souffrir? C'est toute la question. Est-ce que c'est parce qu'on veut nécessairement que le président Laurent Gbagbo vienne au pouvoir? Ou est-ce que c'est parce qu'on est dans une lutte, mais pour qu'on puisse enfin s'affranchir? Tout le monde voit dans quoi nous sommes. Même ceux qui feignent de ne pas voir là, ils savent que nous sommes dans une situation, mais des plus désastreuses. Tout le monde sait, on est tous conscients de ça. On est tous conscients de ça. Donc, est-ce qu'on lutte pour nécessairement mettre quelqu'un au pouvoir, ou est-ce qu'on lutte pour que on puisse affranchir la Côte d'Ivoire pour être digne? C'est ça la question en fait. C'est à chacun maintenant de faire, comment je dirais, l'état des lieux, pour voir qui va travailler dans l'intérêt des Ivoiriens ou pas. Donc, je vous le dis, si on a préparé Ouattara pour venir, et vous savez le rôle qu'il joue, il garantit les intérêts de qui vous savez. Il va vous faire jouer quelque chose. Et vous allez voir. Il va vous faire jouer quelque chose. Ce n'était pas un nom direct. Hein. Je voulais juste attirer. Je veux que la réflexion soit poussée beaucoup plus loin. Voilà. Parce que moi, je me dis, après réflexion, que représente un seul individu pour que il y ait cet armada-là au niveau international pour le mettre en place. Donc, je viens. On lutte pour quoi exactement? On va écouter ça. Regardez. Attendez. Beaucoup d'épreuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis chez nous. Esclaves. Esclaves de maison. Esclaves de la traite négrière. Colonisés. Torturés culturellement. Parlant les langues des autres. Décolonisés. Nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. C'est ça qu'on appelle la dignité. Que quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. Je n'aime pas. Quand les gens disent oui, c'est la France, oui, c'est pas la France qui gouverne la Côte d'Ivoire. Les pays, ils n'ont que des intérêts. Souvent, les gens en Afrique, ça va pas plaire, ils n'ont qu'à écouter parce que je suis en direct, mais je vais le dire, parce que je le pense. C'est mon expérience. Il y a trop d'idées en Afrique qui pensent qu'on est victime d'un complot spécifique. Que le monde s'est ligué pour garder l'Afrique dans le sous-développement, c'est faux. Je peux vous dire, j'ai été dans tous les forums, j'ai été président du forum de Davos, qui est le temple du capitalisme dans le monde, c'est faux. Il n'y a pas de complot contre l'Afrique. Ce que nous recherchons. Je vous laisse vous faire vos propres opinions. Je ne sais pas si j'ai besoin de rajouter des mots. C'est pour ça que j'ai planté le décor, pour expliquer le fait que Ouattara soit venu au pouvoir, pourquoi il est venu, qui l'y a aidé
et dans quel intérêt? Et vous avez vu ce que le président Laurent Gbagbo a dit. À la suite, vous avez écouté quelqu'un d'autre. Je pense que j'ai pas besoin de parler. Honnêtement, est-ce que j'ai besoin de parler? J'ai pas besoin de parler. C'est très clair. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Qui d'autre a été préparé? Quand on dit ça, on va appeler les gens pour dire non. On s'insulte. On s'insulte les gens. Est-ce que j'ai fait une injure? Non. Je n'ai insulté personne. Je dis ce que chacun représente. Donc, quand vous voyez ça, vous comprenez directement la posture du PDCI. Voilà. Et vous comprenez, quand vous finissez d'écouter ce que le président Laurent Gbagbo a dit, vous comprenez pourquoi le PPACI se comporte comme ça. C'est-à-dire, ne pas abdiquer. Parce que c'est le combat de la soumission. Quand tu es soumis à ton maître, mais tu fais tout ce qu'il veut de toi. Tu acceptes tout ce qu'il veut. Mais tout ce qu'il veut là, est-ce que c'est pour t'avantager? Parce que quand tu dis que c'est pas vrai de croire que c'est la France qui fait du mal aux Africains, ça veut dire que tu es pour ce qu'ils font. Donc, si toi tu viens là, est-ce que tu vas agir différemment? Regarde, c'est le vrai point. C'est le vrai point. Tout le reste, on bavarde. Oh oui, je suis d'accord. Il faut dénoncer. Il faut, voilà, il faut parler, il faut, oui. Mais voici le vrai point de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et c'est ce que les gens ne veulent pas entendre. C'est ce que les gens ne veulent pas entendre. Moi, je ne vais pas me lever là et venir insulter quelqu'un. Oui, 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 pourquoi? Non. Tout ce que nous posons comme acte, en tout cas, nous qui faisons la communication, je vais parler de mon frère Soleil et moi, et puis les autres camarades qui nous soutiennent, donc Major, Annie et tous les autres, on se fait fort de réfléchir sur la Côte d'Ivoire. On dit l'homme prudent voit le danger venir de loin. C'est comme ça que nous n'avons pas vu le danger venir de loin concernant Ouattara. Et vous savez dans quoi nous sommes. Il a été apprêté pour faire ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il peut faire des mandats répétitifs en roue libre, violer toute forme de constitution. Et puis, il n'y a pas quelqu'un pour parler, surtout à l'international. Alors que le président Laurent Gbagbo, qui a fait preuve de bonne foi, qui a accepté des revendications même peut-être souvent très dures, qui a ouvert la voie du dialogue, qui n'a jamais emprisonné des leaders politiques, qui s'est toujours, en tout cas, tenu du côté de la démocratie pour que chacun puisse vraiment vivre dans un état de droit et tout. C'est lui-là qu'on a dit qu'il est dictateur. Maintenant, c'est lui-même qui agit en vrai dictateur. Là. On l'accepte, on ne le reçoit partout. On voit les balais, hein, les défilés de ces puissances-là. Hillary Clinton est venu ici. Les Obama, ils appellent Gbagbo pour dire qu'il faut quitter là, parce que Ouattara va prendre la place. Il n'y a personne pour parler. Donc, c'est parce qu'il a été apprêté. C'est pour ça que de moyens colossaux ont été mis en place pour faire des rébellions. Voilà. Pour faire plier les organisations sous-régionales telles que la CEDEAO, telles que l'Union africaine, pour le profit, pour le compte d'un seul homme. Mais parce que c'est lui qui a été préparé pour faire ça. Mais il n'est pas cependant immortel. Qui vient à sa suite? Par les propos des uns et des autres. C'est parce qu'il parle pour savoir qui je suis, si je suis un menteur, si je suis quelqu'un de bien, si je suis un faux type. Donc, les gens parlent. Et il a dit, c'est ce que je pense. La vidéo que j'ai jouée tout à l'heure.
quand tu vas parler, on dit non. Tu attaques PDCI. Moi, j'attaque pas PDCI. Je dis que ils sont dans le plan et ils font partie. Ils sont dans le plan de la prédation. Ils sont dans la continuité. C'est pour ça que quand lui, il rentre en Côte d'Ivoire, il va voir directement Ouattara pour parler du plan de la succession à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il demande à Ouattara, est-ce que tu seras candidat? Parce que si tu ne le seras pas, moi, je serai... C'est comme s'ils sont dans un conglomérat, une sorte de deal. Je n'invente rien. C'est un fait, c'est un constat. Voilà. Donc c'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est pour ça que pendant que le président Laurent Gbagbo est là et donne ses dernières forces, c'est même pas pour lui. Il lui reste combien de temps, vu l'âge qu'il a? Non, je vous demande. Et tout le monde sait qu'il a été vraiment affaibli par ces longues années en prison. Donc, est-ce que Laurent Gbagbo, là où il est là, il cherche à devenir président? Est-ce qu'il... Non. Est-ce que ce sont les honneurs qui l'intéressent? Non, disons les choses clairement. Est-ce que ce sont les honneurs? Non. Il ne fait que prêter sa personne pour nous aider. En fait, le président Laurent Gbagbo, il est en train de nous aider. Et comme c'est le grain de sable qui va enrayer la machine, parce qu'il nous aide comment? Posons-nous la question. Il nous aide comment? Il nous aide par l'éveil de conscience. C'est tout. Si tu as conscience, par exemple, tu es emprisonné, on te met en prison, ou on te met dans une maison, on est enfermé. Et quand le garde sort, il fait comme si il ferme. Tu entends, mais en fait, il ne ferme pas. Donc, pour toi, la porte est toujours verrouillée. Mais le jour que tu vas savoir qu'en fait, il fait semblant de verrouiller, mais il ne verrouille pas, tu vas faire quoi? Tu vas sortir. Pourquoi? Parce que tu auras compris que, à la vérité, tu es un homme libre. Donc, ce que Laurent Gbagbo fait là, c'est ça l'éveil, on appelle ça l'éveil. Et j'en veux pour preuve le témoignage des leaders de l'AES. Le combat de Laurent Gbagbo leur a profité. Parce que ça fait quoi? Ça leur a ouvert les yeux. Ça leur a permis de comprendre les enjeux réels. Il faut comprendre. On nous endort dans des combats puérils, des choses inutiles. On dresse, on soulève des problèmes entre le nord et le sud. On dresse les religieux, entre les musulmans. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Quand les gens veulent venir voler dans une cour où il y a un gros chien, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont quoi? Ils donnent viande au chien, là. Va au faux. Ils donnent la viande au chien. Et puis le chien, alors qu'on dit, tu es là pour suivre la maison. Hein. Donc le chien est censé garder la maison pendant que ses maîtres dorment. Mais quand les gars viennent, ils vont quoi? Ils lancent, comment on appelle ça, morceaux de viande. Et puis le chien s'en tabasse ça. Pendant que le chien tabasse, qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent pour rentrer dans la maison. Donc, on nous crée des problèmes qui n'existent pas. On ne peut pas porter boubou. On est marginalisé au nord. On ne peut pas aller à la mosquée. Le nord contre le sud. Les chrétiens contre les musulmans. Ivoirité. Donc, on crée des problèmes qui nous occupent, qui nous détournent. Ces problèmes font que on ne peut pas lever la tête pour voir le vrai danger. Et puis quand on se rend compte, ils ont déjà fini de gérer. Et puis, après, tu viens faire quoi? Tu vas venir frapper le chien. Mais c'est fini, ils ont déjà fait ce qu'ils veulent. Donc, ce que le président Laurent Gbagbo fait là, c'est de nous libérer. Libérer comment? Parce que quand tu as compris, tu te lèves pour tes droits. Si c'est pas ça, à quel moment on met fin à ce cycle infernal? À quel moment? Moi,
Les gens me prennent en ennemi, ils m'insultent, ils me vilipendent, ils disent tout, mes photos, mes images vont loin, tout ça. Moi, mon père m'a appelé. Il dit, mon fils, I'm proud of you, je suis fier de toi. Continue. Quand tu es dans la vérité, là, tu n'as pas peur. Quels que soient les coups que tu peux recevoir. C'est pour ça qu'on a décidé de parler à visage découvert. Non, mon cher. Tu fermes et puis tu parles bien, tu parles même pas, tu t'en fous, tu regardes. Si le président Laurent Gbagbo s'était tu, est-ce que vous êtes sûr qu'on allait arriver à ce niveau d'intellectualisme, à ce niveau d'éveil? Il faut toujours des gens qui sont peut-être pour moi investis, peut-être d'une mission, je ne sais pas, mais il faut des gens pour se lever. Si on ne se lève pas, parce qu'un peuple qui ne se lève pas pour ses droits à accepter de facto de se faire esclavagiser. Donc tu acceptes l'injustice, donc tu n'as pas à te rougir de ce que tu subis, puisque tu ne veux pas te battre. C'est ça en fait. Est-ce que c'est le président Laurent Gbagbo qui a descendu dans les rues? Moi je vous pose la question. On a cassé ta maison. Une maison que tu t'es acquise à la sueur du front, à coût de millions. Et à l'occasion de te lever. C'est quelqu'un... Non, les gars. Non. La posture que le président adopte, ce n'est pas pour lui nécessairement. C'est un message qu'il envoie à ceux-là qui sont en train de faire souffrir les Ivoiriens. Pour dire que, en fait, c'est un message d'insoumission. Quand il dit « je ne reconnais pas le quatrième mandat », ne voyez pas, genre, non, il a triché, oui. Mais tout ça là, c'est parce qu'il y a un système qui travaille à faire ça. Le système veut que tu te soumettes. La soumission, c'est quoi? C'est que tu rentres dans les rangs, que tu acceptes. Bon, oui, le quatrième mandat. En fait, mais tu ne te soumets pas au quatrième mandat, tu te soumets au desiderata du maître en haut. Mais quand tu te soumets là, c'est comme si, de facto, tu donnais le fouet pour qu'on te batte. Donc, tu ne peux plus te plaindre. Puis c'est ça, tu as donné le fouet en cas de chicoté. Donc, quand le président Laurent Gbagbo dit on ne reconnaît pas là, c'est un message d'insoumission. Il dit aux gars là-bas que nous, on ne va pas se soumettre à ce que vous faites. Et quand quelqu'un n'est pas soumis à toi, tu ne peux pas faire des choses contre sa volonté. Parce qu'il va bloquer tout ce que tu vas faire. On ne comprend pas ça. On dit, oh, il dit, mais il n'a qu'à venir marcher. Et puis, hey Dieu. Souvent, il y a mal, hein. Est-ce que Laurent Gbagbo a besoin de marcher dans la rue? Mais ce qu'il fait là, c'est plus que marcher. Vrai ou faux? Ce que le président fait là, c'est plus que marcher, non? Voilà, des gens, des Maliens, hein, ils ne sont pas Ivoiriens, mais ils viennent parler d'affaires du Côte d'Ivoire. Eh, Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, comme je le disais, un peuple qui refuse de se battre, c'est un peuple qui a accepté de subir. C'est tout. Mais on dit non, Laurent Gbagbo n'a pas venu se battre dans les rues. On vient se battre dans les rues comment? Le combat n'est pas physique d'abord. Il faut faire un travail d'éveil. Il faut dire qu'on ne se soumettra jamais. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est quand tu acceptes de ne pas te soumettre spirituellement, psychologiquement, l'aspect physique rentre en jeu maintenant. Tu te lèves maintenant pour te battre. Stand up for your rights. Oui. Dans le pays où je suis, il y a eu une guerre avec les États-Unis. Non, il y a eu une guerre, je ne sais plus avec... mais les gens, même les États-Unis, tout ça, ils ont fait des guerres de libération. Il y a eu des soulèvements populaires. Les gens se sont battus pour leur... Vous amusez, hein? En France même, on a assis beaucoup là.
Au moins lisez pour voir l'histoire. Pourquoi aujourd'hui les gens sont quelque peu libres? Tant qu'on sera assis, nous subirons. Et les valets locaux vont nous envahir. On va pas... C'est un laboratoire, ils sont en train de fabriquer. Il y a déjà un qui est à la porte. Je vous ai monté, vous-même vous avez tiré les conclusions, vous avez dit c'est qui. Donc ils vont toujours produire. Leur usine de production des valets locaux, là, ça finit jamais. Mais il faut mettre fin à ça. C'est tout le message du président Laurent Gbagbo. C'est de ne pas se soumettre. C'est ça le non-4e mandat là. C'est refuser de se soumettre. Maintenant, quand d'autres partis se soumettent là, c'est parce qu'ils sont dans le prolongement de ce que les Ivoiriens traversent comme difficulté. C'est pour ça qu'on parle d'eux. Parce que tous ceux qui vont travailler à avilir les Ivoiriens deviennent de ce fait des ennemis. Donc, nous, on n'insulte personne. On pose le débat. On laisse les faits parler. Et puis les conclusions aisément sont tirées. Mais ça le mérite au moins de pouvoir rester collé de la vérité. Et puis, chacun va savoir ce qu'il est en train de faire, quoi. Vous comprenez? Pourquoi je tape dur sur le chef? Comment il s'appelle? On dit il s'appelle De La Fonte. Vous comprenez pourquoi il tape dur sur lui? Il dit quoi? Mais là, non-soumission implique quoi quand tu vis sous leur gouvernance et décision? François Bolafon. Non, non. Donc, les gars, c'est la réflexion que moi, je voulais porter avec vous. Aussi simple. Voilà, j'étais là, je réfléchissais, et puis encore, ça m'est venu à l'esprit pour dire, il faut que je parle. Voilà, il faut que je parle. Et puis... Ouais, mon frère Soleil. Mon boss, Tu comprends? comment tu vas, mon frère? Ici, là, ils ont des faits directs, non, mon frère. Ça va, mon frère? Moi aussi, hier, c'est moi qui avait commencé un peu. Et puis, je suis dans ta suite, là. dans la même veine. Parce Ouais, que, dans la même veine. voilà, je suis monté juste pour te signifier que ceux qui étaient hier avec nous dans la lutte, à la moindre sortie de notre parti politique, à l'effet d'éclairer la lanterne de tous, comme ceux qui ont eu le bac de Kandia Camara en crédit, ne comprennent pas cette expression de notre parti politique, donc sont sortis pour nous dire qu'on a abdiqué et qu'on sort, alors que le parti politique qui a le plus abdiqué en Côte d'Ivoire, ils évitent d'en parler et de se centrer sur Laurent Gbagbo. Donc moi, je suis là juste pour te dire courage. Et puis on va continuer le débat, on va continuer toujours notre débat. On est tous dans la même veine, dans la même logique. Maintenant, quant à ceux qui vont pleurnicher ou se confier à leurs parents pour dire qu'on est dans les injures, moi je suis sûr et certainement qu'ils se sont peut-être égarés de notre discours. Parce que moi, je ne parle pas dans un contexte pour agresser quiconque. Souvent, n'empêche que le côté ivoirien prime un peu à jouer de la comédie, notre côté un peu immaturité. Sinon, nous, on n'est pas là pour investiguer ou pour insulter des gens. Hein. On est dans un combat politique. Nous sommes dans un combat politique. Nous sommes engagés dans un combat politique. Nous sommes venus dans un combat politique pas pour avoir de la rémunération, pour avoir de la popularité. Nous sommes venus pour l'éveil de conscience collectif de tous ceux qui sont opprimés en Côte d'Ivoire. Donc, mon frère, merci beaucoup et puis merci de ton temps que tu donnes, merci de tout ce que tu fais pour nous. Voilà, malgré tes charges, et tu es toujours disposé à nous donner du savoir, à nous éclairer. En tout cas, merci, mon frère. Bonne continuation. Merci, mon frère Soleil. Merci pour ton soutien. Je me réjouis de notre fraternité, de notre amitié. Parce que toi et moi, sans même qu'on ait discuté d'un sujet, on a l'impression d'avoir communiqué avant par télépathie. Tant nous sommes sur la même longueur d'onde. Et tu l'as dit, on le fait nullement pour des gains, une visibilité, je ne sais pourquoi là. On le fait simplement parce que on est épris de justice. Et puis, on a un modèle en la matière qui est le président Laurent Gbagbo.
Voilà, on n'est pas véritablement là pour invectiver qui que ce soit ou pour se faire des ennemis, mais tu ne peux pas empêcher les gens de te détester. Tu ne peux pas empêcher les gens de t'en vouloir juste parce que tu dis des choses qui sont vraies. Moi, j'estime que on fait des choses pour éclairer la lanterne et ça contribue à l'avancée de la cause. Donc, sache que ma considération à ton égard, tu la connais, hein. Voilà. On s'appelle plus camarade, on s'appelle frère. Ça veut dire qu'on a atteint un certain niveau voilà, comment je peux dire ça? C'est pas coopération, mais toi, tu es une institution. Donc, c'est ça, mon frère. Donc, on va continuer. En tout cas, tant que la force, là, on l'aura, et c'est Dieu qui garantit qu'on ait la force, mais tant qu'on l'aura, nous, on va toujours parler. Que les gens pensent qu'ils veulent. Voilà. Donc, je voudrais dire aussi à mes chers camarades du PD, quelque chose, CI, là, que nous aimons profondément la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, au détriment de nos personnes, c'est-à-dire, nous ne nous servons pas de la Côte d'Ivoire, mais nous voulons servir la Côte d'Ivoire. C'est différent. Je pense que vous vous êtes suffisamment servi de la Côte d'Ivoire pour atteindre vos objectifs personnels, pour satisfaire vos désirs comme vous voulez. Il est temps de penser aux Ivoiriens. Ces Ivoiriens-là qui n'ont jamais réellement profité de ce pays-là que Dieu leur a donné. Ces Ivoiriens-là qui continuent de souffrir depuis plus de 30 à 40 années. Pourquoi? Je pense que à un moment donné, quels que soient les liens qui nous lient, il faut d'abord penser à l'intérêt général. Il faut d'abord penser aux Ivoiriens. C'est ça. Il faut d'abord penser aux Ivoiriens. Il faut d'abord mener le combat de la souveraineté. Voilà, les gars de l'AES, personne ne leur dicte le mode de développement qu'ils doivent adopter. Personne. Ils sont libres de commercer avec qui ils veulent. Ils sont libres de se choisir les partenaires qu'ils estiment être avantageux pour eux. Et ils gèrent leur pays en toute autonomie. C'est ça. Le Burkina pouvait faire toutes ces prouesses-là. Je suis en train de faire une petite étude là sur l'avènement du président IB. Quels sont les acquis en matière de sécurité, en matière de démocratie aussi, de développement. Et puis, quel est le satisfecit qu'on en tire par rapport à ceux qui, dit-on, avaient été des présidents élus et qui travailleraient librement. Est-ce que on peut faire une comparaison? Je pense, pour ma part, que chacun doit adopter le modèle qui lui sied en fonction de ses réalités. Chacun doit travailler en fonction de ses réalités. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de souffrir sur un endettement massif qui est illogique. Vous voyez que l'État n'ayant plus véritablement les moyens, parce que l'État vit déjà au-delà de ses dépenses, au-delà de son, voilà. L'État est en train de vivre super élevé, vit au-delà de ses moyens, et ça fait que, bien évidemment, l'État n'a plus de marge de manœuvre pour appuyer ou pour assister les citoyens. On va obliger les Ivoiriens à avoir des cases postales, c'est-à-dire des boîtes postales. Ce sera une obligation. Dans quel monde vous avez vu ça? Ce sera une obligation et ce sera payant. Parce que l'État ne sait plus collecter de l'argent. À chaque année, quand on va consulter l'annexe fiscale, il y a des augmentations. On augmente tout et n'importe quoi. Les taxes vont pleuvoir un peu de partout. Qui paye pour ça? C'est pas Ouattara, c'est nous. C'est nous. Donc, je pense, pour ma part, que c'est ça qui doit être le vrai problème des Ivoiriens. C'est ça qui doit nous concerner. Vous voyez, des amateurs sont au pouvoir et par leur amateurisme, par leur approximation dans la gestion de la chose de l'État, les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens souffrent. Quand on veut parler, on dit non. Quand vous étiez là, vous avez fait quoi? Moi, je vais poser la question au PDCI. Eux, bon, les RDR les laissent un peu. PDCI va venir nous reprocher le fait que nous, on a laissé la rébellion venir attaquer la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a rien fait. C'est ce qu'eux, ils nous reprochent. Mais il y a quelqu'un qui leur posait la question, à juste titre d'ailleurs. Mais avant qu'il y ait la rébellion, là,
Il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire, non? En 99. Tidiane Thiam m'avait dit qu'il avait laissé entrevoir cela à Henri Konan Bédié pour dire il faut prendre tes précautions. Apparemment, il y aurait des choses. Et il y avait déjà des premiers signaux. Un soldat qui avait été envoyé en Centrafrique avait déjà commencé à grogner. Je veux dire, il y avait quand même des éléments qui montraient qu'on pouvait arriver à un point de non-retour. Mais c'est pas vous d'abord que le mal est entré. Ils ont fait coup d'État. Comment est-ce que vous avez pu faire face à cela? Vous qui accablez le pouvoir de Laurent Gbagbo de n'avoir pas défendu la Côte d'Ivoire. Mais d'abord, vous avez eu un coup d'État. Qu'est-ce que vous avez fait? On n'a rien fait. On a laissé le vin entrer dans le fruit. Par contre, nous, dès qu'on prend le pouvoir, on n'a pas la même mise sur l'armée. Parce que quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir là, la restructuration de l'armée là, quoique le projet de loi ait été déposé sur la table, mais il y avait plus urgent. Il y avait le redressement économique qui était là, il y avait plein de choses. Surtout que, économiquement, on était très exsangue. Donc quand il vient là, il ne peut pas chasser tous les chefs de corps là, il ne peut pas démettre les généraux pour... Non. On dit que la République là, c'est une continuité. Donc tu travailles ce que tu trouves là. Mais si ce que tu trouves là, c'est des traites en puissance, parce qu'il te faut du temps pour t'asseoir. Mais dès qu'il vient en octobre, en janvier, à coup d'État, normalement, celui qu'on aurait dû jeter très vite, c'est Laurent Gbagbo. Parce que lui, en 3 mois de pouvoir et d'un coup d'État, normalement, il tombe. Mais on a pu faire face à cela. Vous vous rappelez le complot de la Mercedes noire? C'était un coup d'État. Le 7 janvier 2001, mes yeux étaient très déjà. Il était déjà papa même. Donc tout ça, on a suivi. Parce que le gendarme qui a été abattu à la RTI, c'est le grand frère, c'était des amis, c'est le grand frère d'un de mes amis. Et je sais même dans quelles circonstances, dans quelles conditions le gars a trouvé la mort et tout ça. Donc, nous, en 3 mois, on est agressé, on est attaqué par un coup d'État, mais nous, on résiste. Il faut féliciter ça d'abord. 1 an plus tard, il y a un deuxième coup d'État. Parce que ce qu'on oublie de dire, ce n'était pas une rébellion, c'était d'abord un coup d'État. Mieux, le président à l'extérieur. Toi, tu as déjà vu on fait coup d'État, président à l'extérieur, puis il rentre. Mais quand tu as les on fait coup d'État, tu restes là-bas. Pour que tu puisses rentrer là, il faut t'assurer que tu as la maîtrise de tout. On fait le coup d'État 2 jours après, le président rentre. Nous au moins. C'est parce que vous êtes malhonnête et de mauvaise foi que vous voulez forcément accabler le président Laurent Gbagbo. Quelqu'un m'agresse et puis c'est moi qui suis fautif. Moi, quand il dort dans ma maison là, le soir quand il descend là, il ferme, il regarde bien, est-ce que mes enfants sont bien couchés, il descend, il voit la porte, est-ce que c'est condamné, il tient un peu, il check, il active l'alarme, tout et tout, il m'assure que, toi, et puis il vient dormir. Donc si quelqu'un vient, casse la porte, vous, il vole, mes enfants vont venir me dire, papa, c'est de ta faute. C'est moi, ils vont accabler. Toi, je pose la question, c'est moi, ils vont venir accabler pour dire, oh, toi, ta femme nous a volé. Moi, je comprends pas. C'est quelle façon de réfléchir? Des gens qui viennent agresser la Côte d'Ivoire, non, c'est Laurent Gbagbo. Mais et ceux qui ont agressé là? Pourquoi on parle pas d'eux? Ou bien ils ont trop bien fait quoi? Hein? J'ai devant moi, je vais vous dire quelque chose. Je commence à faiblir un peu. Non, j'ai devant moi les quelques résultats. Voilà. Les quelques résultats de ce que le président Laurent Gbagbo a pu accomplir de 2009 à 2010. Et ces rapports-là sont émanants de... Merci. Ces rapports-là sont émanants des institutions... Hein? Voilà. De ce que vous savez là. Non. Un pays coupé en deux, vous savez ce que ça veut dire? Un pays coupé en deux,
Ça veut dire une partie des ressources. Le pays se prive d'une partie de ses ressources. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, il faut réfléchir. Quel est le coût de production des ressources dans la partie non gérée par l'État? Quand on veut jauger la capacité de quelqu'un dans la gestion du pouvoir, on pose la réflexion. Et le max est là. On pose la réflexion. Est-ce que vous savez les pertes cumulées de 2002 jusqu'à 2009, compte tenu du fait que l'État n'arrivait pas à recouvrer entièrement les recettes fiscales sur l'étendue du territoire? Parce que le pays étant coupé en deux, il y a un manque à gagner qui est énorme. Donc, il y a une partie de ces revenus-là qui ne sont pas reversés dans les comptes de l'État de Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'on a déjà fait le point de ce que ça représentait? Alassane Ouattara, il a l'effectivité du pouvoir. Donc, il recouvre entièrement toutes les recettes fiscales sur l'ensemble du territoire. Mais il a du mal à boucler le budget. Ça souffre même. Mais Laurent Gbagbo en 2002, depuis 2002, le pays est coupé en deux. Mais les charges qui incombent à l'État de s'occuper des fonctionnaires qui étaient dans cette zone-là, quoique ne travaillant plus, ces charges-là n'ont pas été retranchées. Ces charges-là étaient toujours, comment on appelle ça, pris en compte par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, une zone ne produit plus, mais on continue de payer ceux qui étaient là-bas. Mais c'est une prouesse. Oui, mais il y a tous les chiffres ici. C'est une prouesse. Ça, au moins, on peut être honnête pour reconnaître ça. C'est quel fonctionnaire qui s'est plaint qui n'a jamais tué son âme? Je pose la question. Sous Laurent Gbagbo, un pays coupé en deux, avec un pouvoir partagé, comme un gâteau. Les gens, on disait même qu'au temps de Laurent Gbagbo, la vie était plus simple là. Mais puisqu'il n'y avait pas un endettement sauvage, on se contentait de ce qu'on gagnait. On s'assurait que les charges soient mieux réparties. Et puis, on travaillait à rembourser nos prêts pour être éligible à l'initiative PPTE qui allait nous remettre en selle. Voilà. Et malgré ça, on a pu réaliser des chantiers assez importants. C'est-à-dire, on ne te donne pas l'an. Puis, on t'empêche de prendre l'an où il y a l'an. Et puis, les gens s'enrichissent là-bas. Et puis, on te dit non. Pourquoi tu n'as pas fait ça là? Pourquoi tu n'as pas fait ça là? C'est ton pouvoir, tu as fait quoi? C'est la malhonnêteté. Ça n'a pas d'autre nom. J'ai fait des débats. Le Max, il te donne la parole. Hein. J'ai fini sur ça. J'ai fait des débats avec leur dieu, Kokoa, sur la gestion de Laurent Gbagbo. Mais il n'a pas pu me prouver économiquement les faiblesses du président Laurent Gbagbo. Tout ce qu'il a dit là, c'est filière café cacao. Il dit, bon, il faut me montrer le chiffre qu'on a volé dans la filière café cacao. Il ne peut pas. Il faut me montrer. Montrez-moi la gabegie financière. Dites quelque chose. Ils ne peuvent pas. Mais eux, voilà, hier vous parlez quelque chose d'autre. Mais eux, attendez, j'ai retrouvé un document là. Ils disent qu'ils ont construit 1000 lycées et collèges. Là. En fait, eux, ils se foutent des Ivoiriens. Ça dit que nous, on est leur, je sais pas ce qu'on nous. Depuis quand vous avez vu 1000 lycées et collèges? Donc, quand nous ressortir les lycées et collèges là, c'est 1000, hein, c'est pas petit, hein. Non, on peut quand même retracer, on peut quand même retrouver certains. Le masque. Vas-y, le temps que je retrouve un truc là. Sois salué, hein, soyez salués tous ceux qui sont là, soyez salués devanciers. Je prenais la peine de t'écouter tranquillement, mais bon.
Je te prête main forte dans ton narratif. Déjà, il faut rappeler que... excusez-moi. Il faut rappeler que c'était pas la moitié de la Côte d'Ivoire qui était avec, avec Alassane Draman Ouattara et ses rebelles. Hein. C'était plus que la moitié. C'était C'était plus que la... 60%. J'étais en train de chercher la carte. Tu as raison, c'était 60%. Voilà. C'était plus que la moitié. Parce que le Bouaké est arrivé jusqu'à Zienoula et venu à Vavois, Daloa. C'était plus que ça. Diminue un peu la télé là. Un peu la télé là. Donc, c'était plus que ça. Mais le président Laurent Gbagbo, quand même, arrivé à satisfaire les Ivoiriens, y compris la zone rouge, et même les rebelles même qui ont coupé le pays là. Le président Laurent Gbagbo les mettait à l'aise. Parce qu'on a une vidéo ici des rebelles qui disaient que même pendant la crise là, on mangeait bien. Donc, les rebelles qui disent ça, c'est-à-dire que eux qui ont coupé le pays, chez eux là-bas déjà, et ils mangeaient bien sous le président Laurent Gbagbo. Vous voyez, donc, il n'y a pas de débat sur ces faits-là. Et je vais bouger un peu. Vraiment là, au moment où il prend parole, c'est là, lui, il sait chanter. Il fait exprès. Il va gâter les bas. Alors, donc il faut rappeler que, voilà, donc, tu disais que est-ce qu'on me reçoit? Ouais, c'est bon, on t'avait perdu un peu là, mais c'est bon. Ah, ok, voilà. Donc, Bouaké, il faut dire que Bouaké était la ville industrielle. Voilà. Voici pourquoi Bouaké a été la base. Donc, vers ce côté-là a été la base des rebelles. Ils ont bien ciblé. Parce Tu as un problème de réseau, on dirait, le masse. alimenter la rébellion. On t'a perdu, hein, on te perd, ça se coupe. Ça leur permettait d'alimenter la rébellion. Mais attends, mon truc là, quoi pour... Ouais, on te perd. Ça se coupe. Ça se coupe. Là, on t'entend vraiment pas bien. Voilà, ça là, je crois que ça va aller maintenant, ça va. Donc, ça leur permettait d'alimenter et de nourrir leur rébellion, donc toute cette zone-là. Donc, je prends Feke où il y a sucre, où il y a Sukaf, n'est-ce pas? Feke où il y a Sukaf. Donc, je reviens à Bouaké où il y a Tuitiraf. Peut-être que tu vas noter hein, pour pouvoir dénombrer. Il y a Tuitiraf, il y a Fibako, il y a Olam, il y a Gonfreville. Il y a Gonfreville. Il y a Gonfreville. Non, Saut de Sucre, c'est à Vavois. Saut de Sucre, c'est à Genoula, Saut de Sucre. Sukaf, c'est à Ferké. C'est vers, voilà. Donc, Gonfreville, il y a Tuturaf, il y a Fibako, il y a Olam, et il y a Sitab. Et Soberi, c'est tout dernièrement. Voilà, il y a Sitab. Il y avait aussi la BCAO là-bas. Donc, vous voyez un peu, c'est pas à dessein. Voilà, mais malgré tout ça, c'est-à-dire que on prend entièrement la zone industrielle. Je veux pas sauter ça. Pourquoi? Il y a Geste aussi. Voilà, donc dénombrons ensemble ces institutions-là dans la main des rebelles. Non, je ne peux pas sauter.
Pourquoi? Il ne peut pas sauter. CDI. Il y a CDI également. Non, CIDT, c'est ça, non, CIDT, industrie du coton. CIDT. Parce que la plus grande base était à Boaké, CIDT. Ça fait que c'est tombé aujourd'hui même. Ça fait que, voilà, ça fait que c'est tombé aujourd'hui. Donc, de ce fait-là, on peut dire que la Côte d'Ivoire, l'économie était dans la main de la rébellion. Voilà. Vous vous rappelez, arrivé à un certain moment en Côte d'Ivoire pendant la crise, là, on trouvait des cigarettes made in Niger partout en Côte d'Ivoire. Non, c'est la Côte d'Ivoire, c'est comment on appelle ça? C'est CITAB qui fabrique. C'est CITAB qui fabrique tout ça. Made in Niger, made in Tantan, c'est CITAB qui fabrique. Je vais vous m'écouter très bien. C'est la Côte d'Ivoire qui fabrique tout ça. Made in Niger, sauf c'est Marlboro, on ne fabriquait pas. Sinon, made in Niger, made in Tan, c'est la Côte d'Ivoire qui fabriquait tout ça. Et après, on achemine vers là-bas. On envoie là-bas. Mais vu que ça n'allait pas là-bas, donc ces cigarettes-là étaient obligées d'être vendues. Mais comment ça s'est vendu en Côte d'Ivoire? Puisque les dosages étaient faits, voilà, les dosages étaient faits en fonction des climats. Voilà, les dosages étaient faits en fonction des climats. J'ai bossé là-bas, donc je maîtrise mieux. Les dosages sont faits en fonction des climats. Donc, ces cigarettes-là se retrouvaient sur l'étendue du territoire en Côte d'Ivoire. Ça fait qu'on les vendait même peut-être 3 à 25. Si vous vous rappelez très très bien, on est 3 à 25, 4 à 25, à 25, tout ça. Bien évidemment, tout ça a été versé sur le marché et tout ça, ça a été versé sur le marché. Et voilà, donc voici comment l'économie était dans les mains. Tout ça n'allait pas. Sitaray est à Boaké. Sitaray est à Boaké. Tout ça dans la main de la rébellion. Donc, tous nos produits, tranquillement, étaient dans leurs mains. Prenaient nos cacao, allaient vendre au Burkina. Burkina est devenu premier en cacao. Burkina est devenu premier en cacao. Donc, l'économie entièrement dans la main de la rébellion. Voilà, dans la main de la rébellion. Et aujourd'hui, quand on s'assoit pour dénigrer un peu, sinon pour essayer de tenir l'image de Gbagbo sur sa gestion, il faut la fermer, cher ami. Il n'y a personne qui peut parler. Il n'y a pas quelqu'un qui a géré la Côte d'Ivoire mieux que Gbagbo. La Côte d'Ivoire étant divisée en 1000 morceaux. Et il n'avait qu'une fine partie de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que il avait les 30% de la Côte d'Ivoire. Mais il a géré la Côte d'Ivoire entière. Et tout le monde se sentait à l'aise. Même les rebelles allaient dans boîte de nuit. Et ces zones-là ne payaient pas l'électricité, ne payaient pas l'eau et tout ça. Le président Laurent Gbagbo gérait tout ça dans ces zones-là. Et l'État fonctionnait normalement. Mais malgré ça, les infrastructures ont suivi. Voilà. Parce que nous, dans notre zone-là, ces zones-là ont été donc électrifiées sous Gbagbo, mais pendant la crise. Donc, près de 17 villages électrifiés sous Gbagbo. Pendant la crise. Donc, je prends la zone Maraoué. Hein, Maraoué, donc, quand tu prends après Bonon, il y a un canton qu'on appelle Gona. Toutes ces zones électrifiées sous le président Laurent Gbagbo. Donc, pendant la crise, personne ne peut ternir l'image de Gbagbo en matière de gestion. Donc, calmez-vous, s'il vous plaît. Voilà, vous pouvez blaguer les enfants qui ont grandi hier. Mais nous, là, il y a longtemps, on casse os de poulet, là. C'est ce qui est la vérité. Voilà. Donc, mon frère. Merci. Merci. Merci, le masque. Bonjour. Il a juste ajouté ce qu'il a dit là. Mais Vas-y. le masque, bonjour. Tu as oublié le fait, l'éducation nationale. De notre côté, il y avait double vacation. Parce que tous les fonctionnaires de l'autre côté, tous ceux qui pouvaient rentrer sont rentrés. Et on faisait double vacation parce qu'il fallait que les enfants aussi aillent à l'école. Donc, du côté sud, toutes les écoles, un groupe allait le matin et l'autre groupe le soir. Tout à fait. Il n'est pas qu'il y ait année blanche surtout. Sinon, c'est une année blanche qui allait frapper, mais il a sauvé l'école ivoirienne. Ici. Même l'université, tout ça, les gens partaient quand même, malgré que le pays était coupé en deux. Et ça, c'est quelque chose à ne pas oublier.